Bonjour, bienvenue, c'est Ecorama. Nous sommes à la REF du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Événement dont Boursorama bien sûr et l'Opinion, son partenaire, votre invité aujourd'hui. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, bonjour. Bonjour. Avec moi, Raphaël Legendre pour l'Opinion. Bonjour David, bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, université d'été, new look, nouvelle formule. Il fallait vraiment tout changer, revoir du sol au plafond, il fallait moderniser. Et au-delà de ça, au-delà du changement de nom, du lieu, du format, qu'est-ce qui a vraiment changé avec la REF ? Est-ce qu'il fallait changer C'est votre œuvre en plus, hein. Faut dire ce qui est. Hein. J'ai envie de vous dire oui, au bout de 20 ans, il y a forcément un phénomène d'usure. Donc c'est aussi une manière de renouveler un peu le format, mais le plus important, c'est le fond. Et sur le fond, oui, je pense qu'il faut se réouvrir ou s'ouvrir à la société civile. Sur les sujets, sur le casting des invités. Voilà, on a essayé, si vous voulez, de faire deux choses. Au fond, toute la journée, un chef d'entreprise, il est dans la soute, à s'occuper de trésorerie, à s'occuper de commandes, à s'occuper de commerciaux, à s'occuper de RH, etc., etc. Les gens qui viennent ici, c'est beaucoup des adhérents du MEDEF, beaucoup des patrons de PME, et je pense que pendant 2 jours, ils ont envie de lever un peu la tête, de réfléchir où va le monde. Alors évidemment, ça n'impacte pas directement leur quotidien. Lundi matin, ils vont retrouver leurs problèmes de trésorerie, etc. Voilà, mais ça risque de l'impacter ou de les impacter dans les années qui viennent, quand on parle de migration, quand on parle de pauvreté, quand on parle de commerce international. Et donc c'est ça un peu l'idée, c'est de faire une pause et de réfléchir. Et pour réfléchir... Avec des gens qui ne pensent pas toujours de la même voilà, façon, c'est ça si on réfléchit entre nous, on est intelligent. Si on réfléchit un peu plus largement avec des artistes, des intellectuels, des gens effectivement qui ne sont pas tous des amis de l'économie de marché, ou en tout cas qui sont quelquefois critiques, voire très critiques pour certains, je pense que c'est une bonne manière de faire. Ça nous permet en fait, juste pour finir, d'être aussi en capacité là de faire des propositions. Et parmi les critiques, les nouveaux critiques de cette économie de marché, on a notamment le président de la République qui, dès lundi, a indiqué au G7 qu'il fallait repenser beaucoup de dogmes économiques et financiers. Il en a remis une couche le lendemain en critiquant les dérives du capitalisme financier. Bruno Le Maire a fait de même ici même hier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique, cette remise en cause des dogmes? Et vous qui défendez un MEDEF de propositions aujourd'hui, que proposez-vous concrètement? Alors, vous savez, le capitalisme, c'est un système qui existe depuis maintenant 200 ans, qui a toujours été critiqué, qui s'est toujours remis en cause et qui a toujours réussi à trouver des solutions. Donc c'est pas nouveau en réalité, c'est pour ça que je suis monté sur scène. Mais dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est quand même une nouveauté. Lui, quand il disait président des riches, libéral, pro-business... Une demi-nouveauté. Il y a toujours eu d'ailleurs des dérives, vous savez, des fortunes immenses du 19e siècle, etc. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Et effectivement, c'est une des questions qu'on se pose, puisque le thème d'université, de la REF, c'est quel capitalisme demain. Donc oui, alors il y a des sujets mondiaux, il y a des sujets qui ne dépendent pas seulement du MEDEF, et puis il y a des choses plus franco-françaises. Et par exemple, une des choses sur lesquelles on veut vraiment travailler, c'est le sujet des inégalités. On a publié un document qui est sur le site du MEDEF que je vous invite à lire et qui en gros montre que le sujet en France, c'est pas les inégalités de revenus, parce que l'appareil de redistributif... Les inégalités de destin. C'est effectivement le problème du destin, c'est-à-dire que... Et du patrimoine aussi d'ailleurs, il y a un vrai sujet là-dessus. Oui, mais les deux sont liés, donc je pense que le sujet numéro 1, c'est l'école, c'est-à-dire qu'on a un énorme problème avec un système éducatif qui coûte très cher et qui ne donne pas une vraie égalité des chances. Aujourd'hui, la statistique est terrible, elle commence à être connue. Oui. Un fils d'ouvrier, mais 6 générations pour changer de catégorie sociale. Et quel est le meilleur ascenseur social en France? Ce n'est pas la fonction publique, puisque vous avez un concours à l'entrée, puis à chaque fois que vous voulez passer un échelon, il y a encore un concours. C'est le privé. L'éducation et la formation. Et l'entreprise privée. Alors pas partout, mais par exemple, cet exemple nous était donné par les gens de la grande distribution. Aujourd'hui, 40% des directeurs de magasins, des chaînes de grande distribution, sont issus du terrain. C'est-à-dire ont commencé à l'échelon le plus bas. C'est pas vrai partout, mais c'est bien. Et je pense que nous, on a un travail à faire, nous, les entreprises, pour, au fond, d'abord mesurer, parce qu'il n'y a pas de baromètre de l'ascenseur social en entreprise, voir comment ça évolue et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer. On voulait aussi avoir un peu, prendre le pouls des chefs d'entreprise, des entrepreneurs en cette rentrée à Geoffroy Roux de Bézieux.
L'environnement international est pas simple, c'est un euphémisme. Rien n'est réglé, loin de là, sur le Brexit. On a une guerre commerciale qui s'intensifie, une croissance mondiale, des signaux quand même qui sont envoyés, qui montrent un gros freinage. C'est quoi l'état d'esprit des entrepreneurs? On garde un peu d'optimisme, mais on est un peu craintif. On lève un peu le pied sur les projets d'investissement. On fait le gros dos. Il y a deux manières de répondre. Il y a un tel esprit général qui est quand même plutôt optimiste, constructif. Et aujourd'hui, j'observe pas de ralentissement violent, en tout cas, d'embauche ou d'investissement. Et puis, il y a une réponse sectorielle. Et là, c'est très contrasté. Entre l'industrie et les C'est services. très, très contrasté. Ouais. C'est plus, Même dans l'industrie, même plus fin que vous ça. avez les travaux publics se portent bien, année préélectorale. Ouais. Le bâtiment va pas bien. Construction. Le bâtiment ralentit. Les transactions immobilières vont bien, taux bas. L'épargne, C'est c'est-à-dire l'assurance vie. C'est lié au municipal, pour le coup, Pour le avec moins de TP, permis. ouais, pour les TP. Ouais. Oui, l'épargne, donc l'assurance vie, Ça rapporte de moins en porte moins. bien, mais la consommation, au contraire, malgré tous les milliards qui ont été distribués, Peine à redémarrer. peine à redémarrer. Parce Donc que vous voyez, c'est très contrasté. Et puis bien sûr, tous les gens qui sont exposés à l'international, et en particulier la Chine, souffrent. Vous redoutez justement que Trump soit en train de déclencher, que cette guerre commerciale, provoquer une récession Bien sûr. qu'on voit déjà un peu à l'échelle du monde dans l'industrie. On n'est pas à l'abri d'une récession pour une raison simple, c'est que Trump, et il a probablement raison, est persuadé que la croissance américaine peut vivre peut-être à un degré moindre avec le marché américain. D'ailleurs, il y a un petit paradoxe qui dit que la croissance américaine va bien tout en demandant une baisse de 100 points de base de taux à la Fed. Il y a peut-être une petite contradiction d'ailleurs au passage. Oui, il veut juste, mais justement, non, c'est pas contradictoire. Il veut juste accélérer la croissance américaine Si elle va bien. indoor, si j'ose dire, en disant, tant pis, on n'exportera plus en Chine. C'est tout le problème, si vous voulez, c'est que de cette guerre commerciale, l'Amérique a beaucoup moins à perdre que le reste du monde. Parce que moins ouverte. Parce que moins ouvert, parce qu'il y a un énorme marché intérieur. Il y a un marché intérieur, on oublie toujours, qui est en croissance démographique. Parce que les États-Unis gagnent de la population par l'immigration. C'est tout le paradoxe. Là, c'est un paradoxe de Trump. Ouais. Gagnent de l'immigration. Avec un autre paradoxe, là, je n'ai pas entendu un économiste qui me donnait une explication satisfaisante, c'est que aujourd'hui, il y a une énorme tension sur le marché du travail. Le taux de chômage américain, Moins de 4%. c'est le taux de 1969. Ouais. Imaginez-vous en France, avec le taux de chômage de 69. Avec Ça un- fait 400 000 chômeurs, juste pour qu'on se donne le chiffre. 400 000 chômeurs. Avec un taux de participation qui est beaucoup plus bas que ce qu'on a eu dans les années 60. Un peu à ce plus bas, bémol près. un peu plus bas. Et donc, et pour autant, pas de tension salariale. Ça veut dire que ça risque de durer, cette guerre économique. Les chefs d'entreprise doivent s'attendre à ce que C'est la cette grande guerre énigme. je Non mais c'est pense. intéressant, c'est la grande énigme du moment ça. Les Perdure pays qui au-delà sont du mandat de au Trump. plein emploi et qui n'ont pas d'inflation. Ouais. Et personne, pour le coup, personne n'a trouvé la solution. L'Allemagne dans la même solution. Ouais. L'Allemagne dans la même solution. Ouais. Voilà. Le UK aussi. Donc sur est-ce que la guerre commerciale va durer, moi je crois que oui. Je crois que oui parce que au-delà de la personnalité particulière, on va dire, du président américain, les États-Unis d'Amérique, en tant que puissance, ont intérêt, objectivement, à durcir le ton. Et de l'autre côté, les Chinois sont arrivés au niveau de puissance où ils sont presque confrontés aux Américains. Mais quelles conséquences pratiques pour un chef d'entreprise, une fois qu'on a dit ça? Une fois qu'on a dit ça, ne pas dépendre du marché chinois, Ouais. c'est une évidence, ni d'ailleurs du marché américain. Donc c'est super. quoi? C'est l'Europe. C'est l'Europe, La solution. Zone qui c'est reste le premier marché mais commercial. c'est aussi les zones qui l'Afrique. croient le moins vite, zones qui croient le moins Oui, vite. mais c'est aussi l'Afrique, c'est essayer de dépendre d'autres marchés, et puis se préparer à des temps un peu turbulents. Sur cette rentrée, on vous sent plus critique à l'égard de l'action du gouvernement sur l'assurance chômage, sur la retraite, la dépense publique. Bon, ça c'est pas nouveau. C'est la réalité aujourd'hui. Le Medef est moins. Écoutez, sur la love l'assurance story est chômage, moins évidente. Là. moi j'ai jamais eu de love story ni de hate story. Ouais. Il y a des mesures, elles sont bonnes pour les entreprises et le pays ou pas. Il n'y a ni posture, ni jugement de valeur, c'est très factuel comme relation. D'ailleurs, c'est bien que ça soit comme ça. Donc, l'assurance chômage, j'ai dit ce que j'avais à dire, je l'ai juste redit hier. Il y a une réforme de l'indemnisation qui est une très bonne réforme, qui va aider le marché du travail, et un symbole politique du bonus-malus, ou même, je vais vous dire, en off, un certain nombre de membres du gouvernement nous disent que c'est une usine à gaz. Ouais, mais sur le principe, personne n'y croit à ce mais sur le truc. principe, Personne vous n'y n'y êtes croit pas à ce opposé, truc. c'est censé réduire la précarité. Non, on est opposé au principe. Le principe est absurde. Mais l'idée que Le justement. principe, je vais vous expliquer pourquoi Ouais, c'est absurde. allez-y. Vous mettez dans la même catégorie les déménageurs et les transports publics.
et vous dites, ah ben les transports publics sont tous en CDI, et les déménageurs, ils prennent des CDD de 2 jours pour le déménagement. Alors, il y en a qui sont les mauvais employeurs, et d'autres qui sont les bons employeurs, donc je vais pénaliser les mauvais employeurs. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc, et en plus, petite bémol, ça s'applique évidemment pas à l'État, d'ailleurs. Comme toujours, c'est faites ce que je dis. Des poids, des mesures. Bon. Donc, rangeons le bonus-malus. Le passé, c'est une usine à gaz, ça n'a aucun intérêt. On saura quand si vous portez un recours en justice? Quand est-ce que vous déciderez? Le jour venu. D'accord, on n'en saura pas plus. Il nous reste quelques minutes pour la Un mot. retraite. Ouais. Un mot sur le PLF, peut-être juste, et on vas-y. fait très vite sur les retraites. Vous craignez qu'il reste 1,5 milliard d'économies à trouver, vous craignez que l'État ne fasse les poches des entreprises. On a appris ce matin que notamment la niche sur le mécénat risque d'être rabotée. Quelles sont les nouvelles que vous avez de ce côté-là et peut-être une réaction On à n'a cette annonce? aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe en fait depuis 30 ans? L'État ne baissant pas les dépenses publiques se retrouve, quand le printemps est venu, fort dépourvu. Et comme ce gouvernement, et je reconnais volontiers, ne veut pas donner un signal négatif de hausse d'impôts, il va chercher ce qu'on appelle les niches fiscales ou les trésoreries chez Action Logement. Et à coût de 100, 150 millions, il essaye de faire les poches des entreprises. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas dire, et je serais de mauvaise foi, de dire que c'est un signal extrêmement négatif, etc., etc. Simplement, à force de faire les poches, c'était frappant hier. Le ministre Le Maire dit « Je ne toucherai pas au crédit d'impôt recherche. Je l'ai sanctuarisé. » Et c'est pas vrai. Il a légèrement réduit un système de déduction un peu technique. Donc on parle de quelques dizaines de millions d'euros. Donc bien sûr, ça ne change pas la face des choses. C'est 6 milliards d'euros. Voilà. Mais si vous voulez, on voit bien que comme on ne fait pas le travail sur les dépenses publiques, il faut on grignote, on rabote, on bricole. Quoi. Sur la retraite, évidemment, c'est important parce que la sortie du président a surpris, et vous le premier. Il fait fausse route, le président, sur sa réforme des retraites, en écartant cet âge pivot de 64 ans pour lequel vous n'étiez pas opposé au final, hein, même si ce n'est pas ce que vous souhaitiez. Au fond, je vais reprendre la déclaration du président de la République. Il commence par dire qu'il faut que le régime soit équilibré en 2025. Ouais. Nous sommes d'accord. J'espère que les syndicats sont en 2005. Il manque, suivant les milliards à peu près. Un petit 15 enfin, ça dépend ça dépend. Le corps a des hypothèses. Voilà, on est à peu près cet ordre de grandeur-là. Bon. Et puis il dit, pour y arriver, moi je préfère une mesure sur la durée de cotisation qu'une mesure sur l'âge. Il y a une contradiction. Ça tient pas. L'équation tient pas. L'équation tient pas. Sauf si on va au-delà de ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui, puisque une mesure de durée de cotisation, il y en a une. C'est la réforme de 2015 qui, sur 15 ans, nous amène à 43 années de cotisation. On peut l'accélérer, mais même si on l'accélère, ça apporte 5 milliards. Bon. Et donc, on est loin du compte. Donc, comment est-ce qu'on arrive à 12 milliards avec la durée de cotisation? Il faut passer à 45 ans, à horizon 2022. C'est la question que je pose. C'est la question que je pose. Est-ce qu'il faut passer à 46, à 47? Parce que moi, je ne me vois pas expliquer à des jeunes cadres qu'on embauche aujourd'hui, diplômés à 24 ou à 25 ans, qu'il faut partir à 70, 71 ou à 72. Je crois que c'est ni juste, ni entendable. C'est pour ça que le compromis de Levoy, qui disait « Ok, on ne change pas l'âge légal », c'était notre position, mais nous, on a fait un pas en avant. Et on garde la mesure d'âge en pivot, qui, je le signale quand même, cet âge pivot, on ne l'a pas inventé. De Levoy ne l'a pas inventé. Ça a été signé par la CFDT et le MEDEF dans le cadre de la GIRCARCO. Voilà. Donc c'est pour ça que ce compromis nous paraissait le bon compromis. On termine là-dessus sur la retraite, Geoffroy Roux de Bézieux. Vous disiez que relever l'âge de départ en retraite, enfin ne pas le relever, ça serait un mensonge par omission. Pourquoi dire ça? Parce que ça veut dire simplement qu'on repousse le problème. On a besoin, je pense d'ailleurs que les Français le savent. Les Français, ils sont intelligents, ils savent que dans un système par répartition, où 100% des actifs payent pour 100% des retraités, il faut travailler plus longtemps. Moi, je trouve qu'on a tort d'opposer les deux systèmes, en fait les deux mesures, si vous voulez. Parce que oui, il faut une mesure de durée, parce qu'il est normal que quand vous commencez à travailler à 16 ans dans le bâtiment, vous puissiez partir plus tôt. Ça, c'est juste, et c'est tout à fait nécessaire, parce qu'un maçon qui a 60, 61, 62, c'est difficile. Mais en même temps, il faut une mesure d'âge collective, avec la possibilité de partir plus tôt,
mais une décote. C'est ce que proposait. Il faut que ce soit accepté par le corps social, par les Français. Mais je pense que ça l'est, les sondages. Regardez bien les sondages. Alors Eh bien, ils étaient très bons. Très bons quand on leur explique, quand on fait de la pédagogie. Donc il faut que ce soit accepté par les partenaires sociaux. je regrette. Et la CFDT, Vous ne suivez notamment, pas le président si c'est uniquement des mesures pour allonger la durée de De toute cotisation. façon, attendez, c'est pas une négociation. Trompons pas. C'est une Tout concertation. est ouvert, a dit, tout Ouais. est ouvert, a dit le On président. va nous demander notre avis. Après, tiendra compte de notre avis ou pas. Simplement, si c'est une réforme sans mesure d'âge, la réalité, c'est qu'il faudra y revenir. Ouais. Il faudra y revenir. Et les emprunts français, qu'est-ce qu'ils vont en déduire? Ils ne sont pas idiots non plus. Ils vont dire, bon, bah, très bien, ça veut dire que dans un moment, il y aura une autre réforme des retraites, on ne sait pas qui sera au pouvoir, et on aura peut-être une augmentation de cotisation. Et donc, prudence. C'est ça la conséquence. C'est le dossier, le chantier explosif de cette rentrée. Merci d'avoir été avec nous, Geoffroy Roux de Bézieux. Merci Geoffroy Bézieux. Merci.